question que je me suis posée, c'est en fait comment d'un univers fictionnel, là j'ai pris Star Wars, va se retrouver en quelque sorte plongé dans un cahier d'activités parascolaires pour les tout-petits. Alors le sujet en lui-même est complètement original parce qu'il y a très peu de travaux qui existent sur les cahiers d'activités parascolaires, ce qu'on appelle aussi les cahiers de vacances. On verra que dans le cas des tout-petits, c'est un peu plus complexe. Et donc, il n'y a que 2 travaux qui existent et qui se sont penchés sur les niveaux, je dirais, de scolarité, en particulier le collège et l'école élémentaire. Donc, la question, c'est de comprendre un peu comment se fabriquent ces hybrides, mais aussi, ça va être aussi de savoir comment c'est utilisé dans les familles. Donc, j'ai pris Star Wars, mais j'aurais pu aussi prendre Babar. On va voir qu'il y a énormément de licences qui sont utilisées dans ces produits. Ou Hello Kitty. Donc, je vais présenter quelques éléments du contexte qui font que je me suis intéressée à ce type de produit. 2-3 éléments aussi d'orientation théorique. Rapidement aussi le travail d'enquête, la méthodologie, le corpus. Je présenterai ensuite les produits eux-mêmes et ensuite leurs usages au sein des familles et puis ensuite une petite conclusion. Et donc, j'ai 30 minutes. Voilà. Donc, quelques éléments du contexte. En fait, je me suis intéressée à ces produits dans le cadre d'une recherche portant sur les relations école-famille, qui a été, petite bande-annonce, financée par la Fondation de France. Les relations école-famille sont quelque chose de très complexe et nécessitent différentes formes d'analyse. Pourquoi c'est très complexe? Parce que ce n'est pas seulement des relations entre les personnes, en particulier entre les enseignants, les parents, les enfants et aussi le personnel de service, mais que ces relations école-famille vont pénétrer à l'intérieur même du tissu familial. C'est aussi très complexe parce que l'école maternelle, ce niveau de scolarité, a beaucoup évolué ces 30 dernières années et on peut, je dirais, caractériser cette évolution de l'école maternelle par ce que j'appelle une scolarisation qui se pose à 3 niveaux, au niveau de son curriculum, au niveau de sa position par rapport à l'enseignement obligatoire et puis au niveau de son évaluation, qu'il s'agisse de l'évaluation de l'institution elle-même, à quoi elle sert. Donc elle s'est retrouvée orientée très précisément vers la question des inégalités sociales de réussite scolaire, l'école maternelle devant préparer l'école élémentaire, mais aussi assurer la réussite scolaire future des jeunes enfants. Et puis évaluation aussi des élèves eux-mêmes. L'évaluation se pose à 2 niveaux, l'évaluation de l'institution et l'évaluation des élèves, c'est-à-dire des batteries de livrets d'évaluation, une évaluation des compétences. Et tout ça va effectivement être très important dans les produits qu'on va trouver. Je me suis intéressée aux pratiques familiales en me posant la question des objets. C'est-à-dire que dans les pratiques familiales, il y a encore une fois des interactions entre les acteurs, en particulier donc enfants et parents, mais ces interactions, en général, elles ont des supports, elles ont des objets. Et dans le cadre des relations école-famille à l'école maternelle que j'étudiais, ça me semblait très intéressant d'étudier ces objets particuliers, que sont les cahiers d'activités parascolaires. Et puis, j'avais une question aussi, puisqu'on représente souvent le parascolaire comme, entre guillemets, un marché de l'anxiété, c'est-à-dire un produit pour rassurer les parents, pour favoriser la réussite. Et donc, je voulais mettre un peu à l'épreuve cette question du marché de l'anxiété. Donc, les relations école-famille, je pense que le schéma le fait voir. Ce n'est pas simplement des relations entre la famille et l'école, mais ça fait intervenir à travers les produits qu'on trouve à la maison, le marché, et aussi une culture des pairs, sachant que la culture des pairs, j'en parlerai très peu ici. Les orientations théoriques. D'une part, je me suis éloignée des conceptions école-famille qui parlent en termes de distance ou de proximité à l'école. Distance du côté, par exemple, des milieux populaires. Au contraire, il y aura une familiarité, une connivence entre les milieux, disons, classe moyenne, classe supérieure et l'école. Donc ce vocabulaire-là, je trouve, est très problématique. Donc,
mon choix est bien sûr une sociologie pragmatique et réflexive qui va montrer le rôle des objets dans l'action et la coordination de l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les milieux sociaux sont différenciés qu'on ne peut pas trouver justement dans la famille des objets qui vont remettre en cause ces questions de catégorisation, qui vont construire en quelque sorte une culture familiale. Ensuite, se pose la question de, quand on travaille des objets dans l'action, des objets dans ce qu'on pourrait appeler la socialisation familiale, eh bien, se pose la question de la matérialisation, la matérialité des objets et leur production, c'est-à-dire revenir aussi au développement d'un marché de produits pour la petite enfance, qui était un des éléments forts d'une des premières études qui a été faite sur l'école maternelle, le travail de Chamboredon et Prévost, en 1973, qui parlait déjà à cette époque-là d'un marché de la petite enfance. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de cahier de parascolaire, j'y reviendrai, pour les tout petits. Quelques éléments méthodologiques. Donc, c'est un travail d'enquête qui a été mené en 2 phases. Une phase qui s'est intéressée à des enfants en petite section, qui a été regardé précisément qu'est-ce qui se passait dans les classes, qui a interrogé les enseignants, qui a interrogé aussi les ATSEM, c'est-à-dire le personnel de service. Et ce travail d'observation aussi dans les classes, et ce travail a été, on va dire, prolongé, puisque 2 ans après avoir interrogé les parents, les enseignants, etc., je suis revenue dans les écoles et j'ai interrogé à nouveau les parents. Et c'est à cette occasion-là que je me suis posé la question, qu'est-ce qui avait évolué dans les familles, entre la petite section et la grande section, en quelque sorte, quels apprentissages les parents aussi avaient fait de l'école, mais aussi quels accompagnements ils avaient, ils avaient proposé à leur enfant par rapport à ce que leur enfant vivait et ce qu'eux-mêmes vivaient à l'école maternelle. Ce retour 2 ans après pose la question de la réflexivité des acteurs, c'est-à-dire la capacité des parents à, en quelque sorte, objectiver des apprentissages, à objectiver la manière dont ils s'y prennent avec les enfants, la manière dont ils ont, en quelque sorte, intériorisé ou pas l'orthodoxie scolaire. Et puis, donc, c'est uniquement dans la 2e phase de cette enquête que j'ai posé aux parents la question de ces objets, les cahiers, est-ce qu'ils les utilisaient, comment ils les utilisaient, qui était à l'origine de la demande, est-ce que c'était le parent, est-ce que c'était l'enfant. Et ensuite, cette enquête, je l'ai menée sur des terrains d'enquête diversifiés, 3 écoles maternelles très différentes, une à Paris, en zone d'éducation prioritaire, une dans un quartier très privilégié d'une banlieue relativement privilégiée de la région parisienne, et une dernière école maternelle vraiment en zone très dure, c'est plus que ZEP, c'est ce qu'on appelle maintenant des réseaux ambition réussite, aussi dans une banlieue de la région parisienne. Et puis, dernier point, j'ai commencé à faire un inventaire d'une production, c'est-à-dire de ces cahiers. Donc, je vais m'intéresser maintenant aux cahiers d'activités parascolaires qui sont pour moi des objets de consommation. Des objets de consommation, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un marché du parascolaire et une logique économique avec des opérateurs multiples. Là, j'en ai mis quelques-uns. Il y a les éditeurs scolaires, c'est vraiment le cœur de l'offre, mais aussi des éditeurs qui viennent du monde de la littérature jeunesse, des éditeurs qui viennent du domaine loisirs et jeux et des éditeurs presse jeunesse, on va le voir. Donc, l'idée, c'est, en regardant ces opérateurs, c'est qu'il y a une offre très, très abondante pour l'école maternelle. J'étais très surprise de voir à quel point il y a une douzaine, je dirais, d'opérateurs sur le secteur, et certains opérateurs comme Hachette a une production plus d'une 50aine d'ouvrages pour l'école maternelle. Il faudra revenir spécifiquement, j'y reviendrai plus tard, sur cette question de la petite enfance et de ce qu'elle veut dire précisément dans une temporalité de l'offre. Donc, on trouve des cahiers qui sont proprement des cahiers vacances. Là, on a un passeport chez Nathan pour les 2-3 ans. Donc, les cahiers vont être aussi divisés par âge. On trouve des cahiers spécialisés. Alors là, j'ai pris un cahier pour le graphisme chez Bordas, mais il y a des cahiers pour les mathématiques, la numération, des cahiers pour la découverte du monde, des cahiers pour l'anglais, etc.
On trouve aussi des cahiers polyvalents, donc tout le programme, et toujours des répartitions par âge. On trouve aussi des cahiers événementiels, donc là c'est pour le spécial Noël. Donc c'est pour vous dire aussi que cette production elle est très intéressante parce que contrairement à des niveaux plus pour les enfants plus âgés, elle va être, je dirais, répartie sur toute l'année. Alors que les cahiers de vacances, vraiment, la grande offre, c'est vraiment, vous voyez dans les supermarchés, c'est le mois de juin, juillet, enfin début juillet, où vraiment les têtes de gondole sont occupées par ces cahiers. L'idée étant qu'il y a effectivement ce que les marketeurs appellent des achats d'impulsion, c'est-à-dire des achats sur le lieu. Quand on voit ces objets, on les achète. Ce n'est pas forcément des achats, je dirais, réfléchis à long terme. C'est aussi une question de prix. Les prix sont relativement, alors toujours discutables, hein, mais relativement modiques, puisque ces objets sont vendus à partir de 3 €. Sur les marchés populaires, on en trouve à 1 € même, hein, des produits parascolaires. Ce qui est aussi très intéressant de noter, c'est des frontières très floues entre le cahier parascolaire et le cahier de jeu. Je vais vous montrer 3 exemples sur la licence Cars de Disney. Là, on a un cahier parascolaire, donc maternelle, grande section. On a effectivement le titre maternelle, grande section, et puis on a des domaines d'activité qui sont ceux relativement des programmes de l'école maternelle, c'est-à-dire lecture, écriture, maths, découverte. Donc ça, c'est le cahier parascolaire. On a le cahier de jeu, donc avec la même licence, donc jeux et activités. Et puis, on a ce que j'appelle un cahier composite qui joue à la fois sur des apprentissages. Donc, on a je colorie, je dessine, j'apprends à compter, je commence à écrire, je joue. Et puis, vous voyez, donc il y a des références à des apprentissages de type scolaire et puis des jeux. Ensuite, ce marché du parascolaire, c'est aussi un marché, je dirais, qui a une logique proprement culturelle. Un marché de la petite donc, qui s'inscrit dans un marché de la petite enfance qui va intégrer des dynamiques culturelles plurielles, la culture scolaire, la culture du divertissement, et puis une culture enfantine de masse à travers les licences. Ce marché du parascolaire, je dirais, il imbrique 2 choses, la fabrication de l'objet, mais aussi la fabrication du sujet, c'est-à-dire la fabrication de l'enfant, en quelque sorte, qui va avec l'objet. Ce n'est pas 2 choses séparées, c'est des choses qui sont coproduites. À la fois l'enfant et le destinataire, on va voir que c'est plus complexe, et l'objet. Et puis, c'est plus complexe parce qu'il y a justement un double adressage. Ce sont des cahiers, on se situe donc à la petite enfance, qui sont destinés non seulement aux enfants eux-mêmes, le premier consommateur, mais aussi aux parents. Donc, il faut savoir jongler, entre guillemets, avec ces 2 destinataires, s'adresser aussi bien à l'enfant qu'aux parents. Comment c'est réalisé? Eh bien, en hybridant, je dirais, l'adressage. Du côté de l'enfant, l'adressage est essentiellement ludique. On va voir, je vais le développer après. Du côté des parents, l'adressage est essentiellement scolaire. Mais c'est encore plus complexe que ça, parce qu'on peut avoir un adressage de l'enfant du côté le scolaire pour intéresser l'enfant aussi, mais le côté ludique aussi intéresse énormément les parents. Hein, on le reverra dans les usages. Cette dimension scolaire et ludique s'inscrit d'abord du côté de l'école, le fait que les cahiers sont catégorisés par sections, petites sections, voire toutes petites sections, hein, moyenne section et grande section. Il y a un programme, le programme de l'école maternelle. Il y a des domaines d'activité qui sont ceux des programmes, la lecture, écriture. Il y a des buts, des consignes. Souvent, le cahier fait référence au monde enseignant en disant que le produit a été réalisé par les enseignants, donc un gage de sérieux. Et c'est la mise en forme même, l'idée de cahier renvoie bien aussi à un contexte qui est celui des apprentissages scolaires.
En même temps, eh bien, on trouve tout un ensemble d'éléments qui vont tirer le cahier vers plutôt le pôle du divertissement. Alors, j'ai souligné en rouge les autocollants, qui vont être un argument maintenant systématique de ce type de produit. Les personnages, les couleurs, les coloriages, des jeux, des formes. Et du côté du divertissement, il y a aussi l'idée que on peut, je dirais, changer de cadre. Avec ces cahiers, on n'est pas directement, uniquement dans le ludique, mais on fait aussi comme si on jouait à être à l'école. Puis j'ai pensé après aussi que les mères, souvent, parce qu'on va voir que c'est surtout les mères qui font ça, quand elles accompagnent les enfants, elles jouent peut-être à la maîtresse. Donc voilà, la question du cadre, elle est très intéressante à faire jouer. Ce qui est important de noter, on l'avait vu tout de suite dans l'introduction, c'est différences et stratégies marketing. Aujourd'hui, les licences, l'introduction de personnages va devenir un point de passage très majoritaire dans le secteur. Diffusion des licences, donc je vous ai mis quelques éditeurs et quelques licences qui sont utilisées actuellement, donc Éclair de Plume, Star Wars, Spider-Man, Schtroumpf, Hello Kitty, Sarah Kay, Hatier, Hello Kitty, Babar, Monsieur et Madame, Hachette, Hachette uniquement Disney, Princesse, Car, Mickey, Planes. Et Hachette se distingue aussi parce qu'il y a plein d'autres cahiers qui n'ont pas de licence, comme le cahier passeport que je vous ai montré tout à l'heure. Casterman avec Martine, Sarah Kay encore. Playback, Nathan avec Choupi, Maya, Daniel et Valérie. Playback, Les Petits Incollables. Milan Presse, qui s'y est mis avec Oui Oui, qui a développé depuis cette année en liaison avec France Télévisions des cahiers Zouzou, Les Petits Champions de la maternelle. Et puis, il y a plein d'autres opérateurs, Rue des Écoles, Magnard, Bordas, Belin, Grunt, GJ Édition, il y a une offre importante aussi, le Club Libre et y compris Le Gendre, qui est une entreprise de cours particuliers à domicile qui produit eux-mêmes leurs cahiers de vacances, mais là uniquement pour la grande section. Donc voilà, il y a le bilan qu'on peut faire, c'est que ce monde des licences est, je dirais, en expansion. Ces cahiers procurent des immersions très inégales. On peut distinguer donc une immersion narrative qui va être très faiblement développée. En particulier, là où elle est plus développée, c'est le cahier Star Wars, parce qu'il y a effectivement une interactivité entre le contenu même du cahier, où il y a des histoires, une bande dessinée. Les bandes dessinées sont intégrées dans le cahier. Il y a aussi l'interactivité au sens où on fait parler les personnages et c'est l'enfant lui-même qui doit remplir les bulles dans la bande dessinée. Donc voilà, là, ça permet véritablement d'ancrer le cahier dans, en quelque sorte, l'univers fictionnel de Star Wars. Le plus souvent, on a essentiellement une immersion par les images, en particulier par la réitération, presque toutes les pages, des personnages qui fonctionnent comme des logos, avec une logique de décoration à la fois sur la page de présentation, mais aussi sur les différentes pages de l'intérieur. Et puis, on a une immersion que j'appelle sensorimotrice, c'est-à-dire des formes d'interactivité qui sont quand même limitées, et auquel participe, à mon sens, énormément la question des autocollants qu'on va pouvoir déplacer, mais aussi diffuser en dehors même du cahier. Donc, très rapidement, donc, je vous le disais, Star Wars d'un côté, et puis l'autre exemple pour fonctionner un peu en opposition, Hello Kitty, dont la fonction est effectivement uniquement décorative, c'est-à-dire qu'on trouve des dessins d'Hello Kitty en escargot quand il faut, par exemple, tracer des spirales. Mais ça renvoie aussi bien au fait que Hello Kitty n'a pas d'univers fictionnel développé. Donc, au total, on a des objets qui sont équivoques. C'est un peu comme la tête du lapin-canard. Est-ce que vous voyez un lapin ou est-ce que vous voyez un canard?
Donc on peut prendre, à mon sens, ces objets hybrides selon les deux points de vue. On peut les prendre pour des cahiers vraiment où il faut travailler le scolaire, et puis des cahiers qu'on peut faire comme ça en s'amusant, en collant des autocollants, en gribouillant, etc. Autre point de vue, ça peut être des objets équivoques parce qu'ils sont à la fois ni scolaires ni ludiques. Là, la diapo précédente, disons qu'ils étaient à la fois scolaires et ludiques. Le point de vue complémentaire, ça serait de dire qu'ils sont ni scolaires ni ludiques. Ils ne sont pas scolaires parce que selon un spécialiste du jeu à la table, ce sont uniquement des aspects superficiels d'une activité ludique qui sont mis en jeu. On a un habillage en surface d'une tâche scolaire. Et puis, si on regarde du côté des didacticiens de l'école maternelle, eh bien, on a uniquement un aspect très superficiel et complètement décalé, à côté de la plaque, si je puis dire, des apprentissages qui sont réellement visés. Je vous donne un exemple. Voilà, sur la symétrie, donc c'est tiré d'un cahier Princesse chez Hachette. Il s'agit donc de travailler en principe la symétrie. Donc, d'un point de vue d'un didacticien des mathématiques et de la géométrie en particulier, il n'y a rien de symétrie là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable travail sur qu'est-ce que c'est que la symétrie, la notion d'axe, la notion d'axe de symétrie ou de point de symétrie, etc. Et puis du côté du spécialiste du jeu, peut-être qu'il reprendra la parole après, mais il n'y a rien de ludique là-dedans, il s'agit simplement de compléter, de coller un autocollant, etc. Donc, vous voyez, c'est des objets que je trouve particulièrement intéressants parce que particulièrement ambigus et équivoques. Donc, il me reste très peu de temps, c'est ça, hein? Une dizaine de minutes. Voilà, donc je vais passer maintenant. La question, vous voyez, quand on a des objets aussi problématiques que ça, la question c'est qu'est-ce qu'en pensent véritablement les personnes qui les utilisent, c'est-à-dire non pas chercher la signification en elle-même de ces produits, mais leurs usages. Quels sont les usages qu'ils en sont faits? Donc, je vous passe l'échantillon de famille qui a été interrogé. Donc, on trouve dans ces familles des non-usages qui correspondent à un quart de ma population, des non-usages qui sont, dans un premier temps, non voulus. Non voulus au sens que les parents sont complètement passés à côté de ce type de produit. D'une part parce qu'il y a l'obstacle de la langue française, et donc il y a des familles étrangères ou d'origine étrangère qui sont incapables, enfin qui ne repèrent pas ce type de produit. Il y a aussi des familles qui utilisent un soutien à domicile, mais sur le typiquement scolaire sans utiliser ces produits. Et puis, on a, dès la grande section, des enfants en difficulté dont l'école, demande aux parents de contribuer eux-mêmes à, du vrai travail scolaire pour déjà essayer de compenser ces difficultés. On trouve dans ma population des refus d'usage, c'est-à-dire une position très critique par rapport à ces cahiers. D'une part, une critique de la pression scolaire que ça fait peser du côté des parents et du côté des enfants. Donc, je pense que certains d'entre vous ici s'y reconnaîtront. On trouve aussi une critique du soutien parental qui va rendre l'enfant dépendant. C'est-à-dire que plus on donne l'habitude d'accompagner l'enfant, plus l'enfant va en quelque sorte compter sur les parents et ne pas être, entre guillemets, autonome dans ses apprentissages. Et puis, on a aussi des cas où l'enfant lui-même refuse ce type de cahier. Alors, dans ce cas-là, puisque ça concernait deux enfants, eh bien, les parents ne disent pas que c'est le cahier lui-même qui est refusé, mais c'est surtout dans le jeu de la relation si c'est la mère qui le propose, l'enfant va refuser parce que ça vient de la mère. Vous voyez qu'il y a des enjeux aussi de positionnement à l'intérieur des familles qui tiennent aux relations et qui ne tiennent pas forcément au produit lui-même. Ensuite, les usages. Donc là, dans mon échantillon, la moitié des parents utilisent ces cahiers. Alors, un seul usage est lié à l'école maternelle. C'est-à-dire, dans un seul cas, c'est l'usage du cahier est
fait l'objet d'interactions, fait l'objet d'un dialogue entre le parent et l'enseignant, la professeure des écoles de la classe de l'enfant. Ça veut dire que ces objets ne sont pas prescrits, sauf exception, dans les écoles maternelles. C'est vraiment une initiative des parents que de les acheter. Ou pas d'ailleurs, hein, on a vu. Donc, des usages qui vont valoriser, entre guillemets, la demande de l'enfant. Souvent, les parents vont me dire, c'est l'enfant qui le demande. Ou alors des demandes qui vont être en quelque sorte mimétiques. C'est parce que dans la fratrie, les enfants, les grands, font leurs devoirs, que pour occuper le petit, on lui donne un cahier. Donc, il y a l'idée aussi chez ses parents que c'est l'enfant qui le demande et que ces objets sont attrayants et que ils satisfont la demande des enfants et qu'ils lui permettent aussi de faire, entre guillemets, comme les grands, avec son propre cahier. Il y a aussi des accompagnements non systématiques, voire un usage autonome par l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les parents l'achètent qu'ils vont être précisément en train de faire le cahier régulièrement aux enfants. On sait très bien que, il y avait des statistiques là-dessus, qu'au niveau plus grand, il y a très peu de cahiers qui sont terminés. La plupart du temps, ils sont commencés mais jamais terminés, ces cahiers. Ensuite, donc, l'intérêt de ces cahiers pour les parents, c'est à la fois de différer et d'anticiper la pression scolaire. C'est pour ça que c'est très intéressant. Je dirais le contenu équivoque du cahier, pour moi, renvoie très bien à une position équivoque, ambivalente, une sorte de compromis entre deux impératifs qui se posent aux parents. D'une part, différer la pression scolaire. On est, entre guillemets, qu'à l'école maternelle, comme disent les parents, ils ne passent pas le bac cette année, donc il faut différer, il ne faut pas mettre la pression, mais en même temps, il faut anticiper sur non pas la réussite, mais le risque de l'échec. Donc, on a à la fois un accent sur le ludique, on met en valeur l'innocence et, entre guillemets, la spontanéité du jeune enfant. Il le fait quand il veut, etc. On a l'idée de différer la pression scolaire, son emprise aussi sur la vie familiale. Hein, c'est très fort, cette emprise du scolaire sur la vie familiale. Et puis, on a aussi l'idée de différer un agir stratégique, au sens où les véritables décisions par rapport à l'enfant vont se jouer après. En particulier, non pas à travers des cahiers, mais à travers le choix de la bonne école. Et ça se pose beaucoup moins, cette question-là se pose beaucoup moins au niveau de l'école maternelle, où les parents sont, entre guillemets, beaucoup plus ouverts sur l'hétérogénéité sociale des écoles. Donc, l'idée, cette prime éducation, ces cahiers sont vraiment très particuliers pour moi à la petite enfance, puisque, d'une part, ils évitent, ils vont créer une posture des parents qui n'est pas, entre guillemets, l'imprévoyance des classes populaires, hein, où traditionnellement, c'est le travail d'Anne Larot aux États-Unis qui distingue les classes populaires qui auraient l'idée d'une croissance naturelle des enfants, il faut les laisser faire, etc. Et puis au contraire, les classes moyennes qui vont planifier, qui vont mettre le paquet sur le scolaire. Donc on est là sur les cahiers d'activités parascolaires, en quelque sorte, joue un peu sur ces deux créneaux-là, à la fois sur la spontanéité de l'enfant, le fait qu'ils sont petits, qu'ils ont besoin de jouer, qu'ils ont besoin de se raccrocher à des personnages forts, et puis l'idée qu'il faut quand même les mettre le pied à l'étrier du point de vue scolaire. Donc, au lieu d'avoir une tension entre le présent et le futur, on a une sorte, ce que j'appelle moi la vigilance, c'est-à-dire une troisième posture, hein, une autre manière d'avoir prise sur le futur qui consiste à être ancré dans le présent et puis accompagné au quotidien entre le sérieux et le plaisir. Donc ménager ces deux postures à la fois. Et donc construire une connaissance en pratique de l'enfant pour les parents qui fait à la fois confiance aux enfants, mais aussi être vigilant sur la question du risque d'échec scolaire. Les limites de cette analyse exploratoire, elles sont bien sûr multiples. Je voudrais passer rapidement à la conclusion. Je pense que ces cahiers d'activités parascolaires pour la petite enfance sont très significatifs d'une recomposition du paysage éducatif qui marque à la fois l'emprise de l'école maternelle, ça bien sûr, mais aussi l'emprise des logiques marchandes dans le secteur de la petite enfance.
en dehors de l'école maternelle elle-même, en dehors même, je vous l'ai dit, de toute prescription de l'école maternelle. Sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, les transformations institutionnelles de l'école maternelle ont bien sûr mis le paquet sur le caractère véritablement scolaire de l'école maternelle. C'est plus du préscolaire, c'est une véritable école avec ses programmes, ses didactiques d'enseignement, etc. Et puis donc, les questions qui se posent, c'est effectivement pouvoir avoir une dimension, je dirais, historique dans l'analyse de la production de cette offre, c'est-à-dire voir exactement quand est-ce qu'elle a émergé, quand est-ce qu'elle s'est développée, et pouvoir mettre cette évolution historique de ce marché en rapport avec les évolutions institutionnelles de l'école maternelle. Et puis, la deuxième question que pose ce type de produit, c'est le processus de conception et de circulation des biens culturels. Et donc, d'analyser à la fois ce double adressage, comment il est véritablement construit dans ces produits, en examinant les produits en train de se faire, pour ainsi dire, et puis donc l'analyse des temporalités et des incertitudes. Merci de vos questions.